Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce 23 septembre. Double célébration ce jeudi. La 12e journée de médecins et le 7e congrès ordinaire de l'Ordre national des médecins. Quel hôpital de demain pour un système de santé performant et crédible au Burkina Faso? Les hommes en blouse tablent également sur les conditions de création d'une structure privée de santé. Précision en début de journal. Également à la une, la police de l'eau avertit les consommateurs de la boucle du Moun. Une quinzaine d'unités de production d'eau préemballée de la région ne respectent pas la réglementation. Une entorse à la procédure qui a pour conséquence une mauvaise qualité de l'eau vendue. Et puis à l'international, le mercure monte entre Alger et Rabat. L'Algérie ferme son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Explication en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Les médecins du Burkina célèbrent aujourd'hui la 12e journée du médecin concomitamment avec la tenue du 7e congrès ordinaire de l'Ordre national des médecins reporté l'année dernière pour cause de Covid-19. Le Conseil national de l'Ordre des médecins mène alors la réflexion sur l'avenir de l'hôpital burkinabé. Comment parvenir à un système de santé performant et crédible? La fonction publique hospitalière et les conditions de création d'une structure privée de santé sont également au menu. L'ouverture des travaux avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Les médecins du Burkina Faso, réunis autour du Conseil national de l'Ordre des médecins, réfléchissent sur les moyens d'améliorer le système sanitaire. C'est à l'occasion de la célébration de la journée du médecin et de la tenue du 7e congrès de l'Ordre qui n'a pu se tenir en 2020 à cause du Covid-19. La principale question dont ils cherchent la réponse, quel hôpital de demain pour un système de santé performant et accessible? Un thème qui sera traité autour de 2 tables rondes sur les mécanismes de financement des hôpitaux et la formation des médecins au Burkina Faso. Dans nos hôpitaux, nos malades qui viennent, souvent, ils se retrouvent devant des pénuries. Souvent, soit tel matériel est absent, ceci est gâté, tel médicament est absent. Donc, tout ça est lié à des problèmes de trésorerie de nos hôpitaux. Il y a classiquement le gouvernement qui fait un effort en faisant des subventions aux hôpitaux. Mais on constate que ces subventions ne sont pas suffisantes. Donc il faut trouver des mécanismes nouveaux pour pouvoir financer les hôpitaux et les amener à rendre un service public de qualité. Le service public de qualité fait appel aussi à la qualité des hommes qui animent les hôpitaux. C'est en cela que nous avons pensé à la 2e table ronde sur la formation des médecins au Burkina Faso. Ils échangeront également sur les conditions d'ouverture d'une structure privée et l'entrepreneuriat dans le secteur de la santé. Ce sera également l'occasion pour eux de faire le point sur le PNDS 2 et les textes de la fonction publique hospitalière. À cette cérémonie, l'Ordre des médecins a rendu hommage à une vingtaine de leurs dévanciers, ceux-là même qui ont contribué à leur formation. Le Burkina fait le choix de briser le plafond de verre. Eh bien, le 6e livret du genre est en cours de validation. L'Institut national de la statistique et de la démographie a alors réuni les différents acteurs mardi dernier ici à Ouagadougou pour leur présenter les grandes lignes du document qui planche sur l'évolution des inégalités et les politiques qui sied pour venir à bout des inégalités hommes-femmes au Burkina. Salifou Belem, Aimé Solan Digma. 6e du genre, le livret homme-femme donne un aperçu sur les inégalités entre les sexes dans les domaines de population, de santé, d'éducation, d'emploi, de pauvreté, des sphères de décision et de communication, entre autres. Élaboré par l'Institut national de la statistique et de la démographie en collaboration avec l'UEMOA, ce document permet de suivre et de mesurer les progrès réalisés pour assurer l'égalité et l'équité entre hommes et femmes. Donc ces inégalités persistent, donc ce qui veut dire qu'il y a encore un gros travail à faire pour pouvoir réduire ces inégalités. Il y a des recommandations à plusieurs niveaux, et au niveau des décideurs bien sûr. Donc c'est bien sûr à actualiser également les différentes politiques en cours. Et au niveau de la production des données, c'est
en tout cas recommander aux différents acteurs contribuant à la production des données de pouvoir chaque fois intégrer la question du genre, la question de l'inégalité entre hommes et femmes dans la collecte et la production des différents indicateurs. Les États sont confrontés à un défi majeur, à savoir comment élaborer des documents de politique publique qui soient sensibles et qui prennent en compte donc la question de la sexo-spécificité. Donc pour ce faire, il va de soi que ces États-là doivent disposer de données statistiques désagrégées hommes-femmes. Donc c'est ce souci donc qui a motivé la commission de l'UEMOA pour pouvoir conduire au mieux la gestion des politiques publiques. À cet atelier, il s'agit pour les acteurs et les partenaires œuvrant dans le domaine d'examiner le livret et de l'épurer dans l'optique d'en faire un instrument d'amélioration de la prise en compte de l'égalité et de l'équité entre les sexes dans les projets et programmes de développement. Attention à certaines eaux préemballées. 15 unités de production d'eau préemballée sont inégalement installées dans la région de la boucle du Mouhoun. Elles ont été identifiées et suspendues par la mission de contrôle de la police de l'eau en attendant qu'elles se conforment à la réglementation en vigueur sur la production et la commercialisation d'eau préemballée. Yves Romba et Karim Ouedraogo, reportage. Une mission de contrôle de la police de l'eau dans l'unité de production du liquide précieux préemballé de Dame Sangaré. Une unité de production située à quelques encablures de la ville de Dédougou. Ici, la propriété est exigée. L'équipe doit se conformer aux conditions de propriété avant d'accéder à la salle de production. Une fois dans la salle, la mission prend connaissance des conditions de travail et procède surtout au contrôle des documents. Dame Sangaré est à jour, ce qui réjouit la mission. Comme vous pouvez vous rendre compte, elle n'est pas à la production. Elle est là, elle a déjà l'autorisation de mise en consommation. On peut dire qu'elle a tous les papiers. On n'est jamais parfait dans l'organisation d'une société, mais ça veut dire que peut-être à 70-80%, on a fait ce qu'il fallait faire. On essaie de suivre et de respecter les cahiers de charges. Après Dédougou, direction la commune de Warkoy, à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la région. Ici, une des unités de production d'eau préemballée est prise dans les filets de la police de l'eau. Le promoteur de cette unité de production d'eau ne possède pas tous les documents nécessaires. Il n'a ni l'autorisation d'implantation de l'unité, n'en parlons pas les autres qui sont la production et la mise en consommation. Mais avant même d'avoir ça, il faut avoir l'avis de conformité environnementale. Il n'a pas tout ça, on l'a suspendu, mais bon, comme vous pouvez vous rendre compte, il est en train de produire. Tenez, je vais vous donner une convocation. Voilà, et vous allez venir. Vous connaissez la réalité aussi du pays. Hein. Vivement qu'on ne ferme pas, parce que là, nous aussi on voulait encore plus de clémence. Pour cette infraction, le propriétaire va donc être sanctionné. L'infraction qu'on peut qualifier ici, c'est la non-observation des règles d'exercer. En la matière, il y a des amendes qui sont prévues et ça peut même aller jusqu'à une peine privative de liberté. En plus de la peine privative de liberté allant de 2 mois à 2 ans de prison, l'amende, elle, va de 25 000 à 500 millions de francs CFA selon la direction régionale en charge du commerce. La région de la Boucle du Mouhoun enregistre environ une trentaine d'unités de production d'eau préemballée. Mais actuellement, seulement une quinzaine remplissent les conditions de production. Nous sommes aujourd'hui à 15 unités qui doivent être fermées, suspendues et fermées. Ce qu'on devrait faire, c'est de poser les scellés. Quand on suspend quelqu'un, le mieux c'est de poser les scellés. Mais son dispositif ne nous permet pas de poser les scellés. Voilà. Nous, nos scellés, c'est des cadenas ou des chaînes. Alors que si vous regardez bien la configuration de ces portes-là, on ne peut ni poser les scellés, ni mettre les cadenas, ni mettre la chaîne. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait, c'est de le suspendre. En plus de ces contrôles inopinés de la police de l'eau, le laboratoire national de la santé publique contrôle aussi de façon permanente la qualité de ces eaux. Des contrôles qui vont permettre d'offrir une eau de qualité aux consommateurs.
Merci Karim Ouedraogo, Kappa présent sur Bobo Dioulasso du matériel et des équipements de production et de transformation remis aux acteurs de la filière Anacard du Burkina. Un soutien du Conseil burkinabé de l'Anacard pour leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain et surtout d'apporter une plus-value à la filière Anacard. De quoi galvaniser les différents maillons de la chaîne. Hassan Gourabou, Ismaël Satuné Paré. De la joie s'émet dans le cœur des acteurs de la filière Anacard. Du matériel et équipements composés entre autres des tronçonneuses, de la fumure organique, des plants d'anacardier, des motos, du matériel informatique et bureautique qui permettront à ces derniers d'être plus performants dans l'exercice de leurs activités. À cela s'ajoute un terrain de 2442 mètres carrés acquis pour la construction de la maison du Cajou, dont le siège sera à Bobo Dioulasso. Nous, en tant qu'acteurs directs de la filière Anacard, d'avoir reçu tout ce lot de matériel et qui viendra renforcer le processus de développement de la filière qui était déjà enclenché. C'est un sentiment de satisfaction pour nous en tant qu'opérateurs économiques de la région de voir le gouvernement arriver à organiser cette filière qui est porteuse. Quand on regarde un peu ailleurs ce qu'apporte cette filière, je pense que le gouvernement atteint son objectif aujourd'hui. Cette remise de matériel n'est que le début d'un processus qui va se poursuivre. En plus des actions qui sont menées pour prendre en compte tout ce qu'il y a comme réforme, il y a donc ce besoin exprimé par les différents acteurs qui souhaitent avoir donc de matériel donc de production, qui souhaitent avoir donc du matériel pour faire fonctionner leurs fêtières, qui ont souhaité que nous puissions mettre à leur disposition des plans pour augmenter donc, les vergers, les superficies donc, de production. À côté de ça, il est bon de souligner que nous sommes en train donc d'avancer sur la mise en place d'une unité de référence qui va avec le secteur privé, qui va transformer au moins 45% donc l'Anacard. Ce don de matériel et d'équipement s'élève à plus de 272 millions de francs CFA. Des subventions d'équipement aux unités industrielles, ainsi que le financement de fonds de roulement au profit des commerçants et des unités de transformation ont déjà été octroyés. D'autres actions sont en perspective et le coût de tous ces investissements s'élève à plus de 1,35 milliard de francs CFA. Éducation au civisme et à la citoyenneté. 28 acteurs de l'enseignement post-primaire et secondaire et les responsables chargés des statistiques partagent leurs expériences et les bonnes pratiques en matière de civisme en milieu scolaire. 3 jours de concertation pour capitaliser les actes d'incivisme en milieu scolaire et surtout proposer des solutions à ce phénomène qui mine le milieu scolaire. Rasmane Zoundi, Oumou Sissé. L'incivisme en milieu scolaire, un phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina Faso selon la Direction générale de la promotion civique. Les agressions d'enseignants, les saccages de biens scolaires publics et privés sont de plus en plus courants. Urgence donc de trouver une solution pour réduire ce phénomène. C'est pourquoi les directeurs régionaux des enseignements postprimaires et secondaires et les directeurs régionaux des droits humains se concertent. Aussi bien nous travaillons avec les élèves sur la réduction des actes d'incivisme, aussi bien nous devons travailler avec les premiers responsables pour voir ensemble quelles sont les dispositions, quelles sont les résolutions, quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre de sorte à ce que ensemble nous puissions parvenir à la réduction sensible des actes d'incivisme au niveau du milieu scolaire. Les concepts de civisme et de citoyenneté, la situation du civisme en milieu scolaire sont les principales questions sur la table des échanges. La place et le rôle des directions régionales des enseignements postprimaires et secondaires dans la promotion du civisme en milieu scolaire sont aussi des thèmes qui seront abordés. Il s'agit ici de rappeler aux participants leur rôle et responsabilité dans la promotion du civisme, mais aussi dans leur relation avec les élèves qui désirent mener des actions de sensibilisation. Autre point de l'actualité, le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et de l'amour pour la patrie, se dit donc satisfait du bilan de la première édition des ambassadeurs de paix et ordre 2021, 800 000 francs CFA collectés à l'occasion pour soutenir les familles des forces de défense et de sécurité et des VDP tombés au front. C'était
face à la presse. Compte rendu de Rasmane Zoundi et Vincent Kendrebero. Par ce point de presse, le mouvement pour la culture de la paix et de l'amour pour la patrie fait le bilan de sa première édition des ambassadeurs de paix Awards qui s'est tenue le 3 septembre dernier. La cérémonie avait pour objectif de décerner des prix à des personnes qui sont des modèles dans la promotion de la paix au Burkina Faso, mais aussi de collecter des fonds pour soutenir les familles des FDS et des VDP tombés au front. À l'heure du bilan, les organisateurs se disent satisfaits. Malgré les difficultés financières réelles, matérielles et techniques, cette édition était tellement étonnamment belle. C'est pourquoi nous remercions tous les partenaires qui ont apporté un plus à cet événement. Le président du mouvement a aussi évoqué la répartition des fonds récoltés lors de la soirée de distinction. Environ 800 000 francs CFA ont été collectés au cours de cette soirée. Nous visons d'abord les enfants qu'on peut encore aider à scolariser et ensuite, bien sûr, pour être scolarisé, il ne faut pas mourir aussi de faim et les accompagner. Voilà. Donc, ça sera autour d'une centaine de personnes pour le moment. Comme l'association Beaux-Parents également qui prend en charge 300 personnes, nous sommes en train de prendre aussi contact avec le mouvement Soldats Je t'aime. Puis qu'il faut faire, il faut savoir qu'on ne peut pas travailler seul. Tirant leçon de cette première édition, les organisateurs des APA tablent sur la deuxième édition. Ils comptent alors sur les bonnes volontés, notamment des partenaires qui voudraient s'associer à cette initiative citoyenne pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Un mot de sport dans ce journal. Les étalons dames U20 affrontent demain les Scorpions de la Gambie. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie Costa Rica 2022. Le coach Pascal Sawadogo et ses filles ont déjà effectué leur première séance d'entraînement hier à Banjul. Cet après-midi, ils prendront contact avec le stade de Banjul où se déroulera le match. Le point d'avant-match de nos envoyés spéciaux, Nongba Kouda et Alex Zagré. Une première phase finale du Burkina Faso en Coupe du Monde. C'est l'ambition nourrie par cet homme Pascal Sawadogo, nouvellement porté à la tête des étalons vers son dame, et il est tout de suite à la tâche. Les verts, faut pas laisser jouer. Vous avez entendu? Une qualification passe par l'étape de la Gambie. Pour cette première séance d'entraînement, le coach assure avoir fait l'essentiel. On a fait d'abord les différents enseignements, attaquer à gauche, attaquer à droite dans l'axe. Après, on a appris comment rejouer un peu derrière, regrouper derrière les procédés, pas de contre parce qu'on ne sait pas le contenu du match demain. Mais bon, tout compte fait, je pense que ça s'est bien passé. Même si le coach Pascal enregistre quelques blessés dans son effectif, il peut compter sur la virevoltante Adel Kaboré et Lala Traoré au niveau de l'offensive pour pouvoir venir à bout de cette équipe gambienne. L'effectif est là, même s'il y a quelques blessés quand même. Mais bon, je pense que celles qui sont là pourront faire le travail. Nous sommes très confiants, moi et mes coéquipiers. L'effectif n'est pas complet, mais on espère bien le meilleur. Ça va aller avec la reprise des entraînements. Et puis les consignes, si on essaye d'appliquer ce que les entraîneurs nous ont dit, Inch'Allah, ça va aller. Plus de peur que de mal, ces blessures bénies n'entachent en rien la qualité de ces joueuses. En réalité, les bobos, c'est juste quelques douleurs musculo-squelettiques, ce qui n'est pas rare chez les sportifs de haut niveau qu'on a, que nous sommes en train de gérer. Et donc, il n'y a pas à trop s'inquiéter pour cela. Ça ne va pas trop jouer sur leur performance. Gambie-Burkina Faso, c'est pour ce vendredi 24 septembre à 16h temps universel. Mais tout d'abord, les étalons prendront contact avec la pelouse de Independence Stadium de Banjul cet après-midi. Bonne chance à nos ambassadrices. Or, de chez nous, rien ne va entre Alger et Rabat. Provocation et pratiques hostiles de la part du Maroc, selon la présidence algérienne qui a décidé mercredi de la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions marocains. Regardez. Réunion du Haut Conseil de sécurité mercredi présidée par le président Abdelmadjid Tebboune, également ministre de la Défense. Et à l'issue, un communiqué, l'annonce de la fermeture de l'espace aérien algérien à tous les avions marocains. La fermeture de l'espace aérien a été décidée au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain. Pas plus de précision.
À l'aéroport d'Alger, l'annonce aura tout de même peu de conséquences. Il n'y a plus de vol direct entre le Maroc et l'Algérie depuis le 17 mars 2020 et le début de la crise du Covid-19 au Maghreb. Quant aux avions qui devront dévier leur trajectoire, une source de la Royal Air Maroc affirme qu'ils ne seront pas plus de 15 par semaine. La décision est tout de même un nouveau signe de la tension grandissante entre les deux pays. L'Algérie avait rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc il y a tout juste un mois, Alger ne digérant pas la normalisation des relations du Maroc avec Israël et accusant Rabat de soutenir des mouvements indépendantistes kabyles en Algérie. Mais ces relations sont en réalité très tendues depuis de nombreuses années, notamment au sujet de l'épineux dossier du Sahara occidental contrôlé à 80% par le Maroc. Un dossier qui avait déjà conduit Rabat à rompre ses relations diplomatiques avec l'Algérie une première fois en 1976. La frontière entre les deux pays est quant à elle fermée depuis 1994. Cette information avant de poursuivre, chers téléspectateurs, vous êtes invités à suivre à partir de 14h sur nos antennes l'intervention du président du Faso à la 76e Assemblée générale de l'ONU. Revue de presse avant de refermer cette édition à la une des quotidiens. L'interview de Simon Compaoré à la veille de l'ouverture du congrès extraordinaire du MPP. L'homme politique est-il sur le point de départ à la retraite? Il ne le dit pas formellement. Lecture croisée des journaux avec Vincent Kendrebeogo. À la une de l'Observateur Palga, le président du MPP a parlé. Moi, Simon Compaoré, je n'ai plus d'ambition. La figure emblématique du MPP va-t-il alors prendre sa retraite politique ce week-end à l'occasion du congrès extraordinaire du parti? Simon Compaoré ne l'affirme pas ainsi, formellement et clairement. Je suis pratiquement à la fin de ma carrière. Dites-moi aujourd'hui ce que je vais être encore dans la vie politique. Déclaration du maire émérite de la capitale qui affirme n'avoir jamais pensé à être président du Faso. Et quid des supposés clans qui existeraient au sein du MPP? Pour Simon Compaoré, il n'y a que des débats et des points de vue qui s'expriment au sein du parti, ce qui est normal pour un parti qui fonctionne. Et pourtant, insiste le journal qui cite le clan Balassa Kandé et le clan Simon Compaoré. Pour ce dernier, ce n'est que des allégations de bas étage et qui prête à Simon Compaoré la paternité du NTD. Comme un accusé, le président du MPP dit alors sa vérité. Toute la vérité et rien que la vérité, il n'a rien à voir avec le NTD de Vincent Dabi-Lougou. Vous aimez le foot? Eh bien, ça coûte de l'argent, 15 milliards de francs CFA pour réhabiliter le stade du 4 août. C'est la une de Sidouaya. La décision prise en Conseil des ministres devrait permettre de remettre l'infrastructure sportive aux standards internationaux. Le gouvernement veut aussi susciter et promouvoir des sociétés intervenant dans le domaine minier et détenues par des nationaux. Un décret pris en Conseil des ministres hier oblige les sociétés à contracter avec les entreprises locales pour la construction de leurs mines. Et selon le chef du département des mines, c'est un rêve qui est en phase de se réaliser, qui est de créer une industrie qui va répondre à la demande nationale et aux besoins dans la sous-région. Merci Vincent Kendrebeogo. Mesdames et messieurs, rendez-vous donc à 14h sur nos antennes pour suivre l'intervention du président du Faso à la tribune de la 76e Assemblée générale de l'ONU. Ainsi s'achève cette édition. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.